Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire qui va être un petit peu particulière puisqu'elle ouvre sur un sujet d'actualité féminin. Bon, pas que, mais principalement féminin parce qu'on ouvrira en fin de chronique sur le féminicide. L'objet du roman dont je vais vous parler est un peu d'éveiller probablement les consciences et d'ouvrir un dialogue sur le sujet. Alors aujourd'hui, je vous parle d'Un jour sur trois, qui est écrit par Stéphane Wegner. Alors je vais vous donner tous les liens de cet auteur qui lui-même connaît assez bien les tribunaux et qui a dû en voir pas mal défiler. C'est donc son premier roman qui l'introduit directement sur le sujet, finalement, puisque il nous parle tout d'abord de Kevin. Kevin est un petit garçon qui est vu par une psychologue puisqu'il vient d'assister au meurtre de sa mère par son père. Donc la psychologue vient évaluer le traumatisme de l'enfant et voir ce qui va pouvoir être fait, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué finalement, le père assassine la mère et quand il y a des enfants qui ont assisté à toutes ces violences, c'est vraiment pas facile. Donc ça fait partie de l'introduction, c'est quelques pages. Ensuite, il y a une deuxième introduction qui aborde le sujet d'une façon assez différente, qui est Sylvie. Sylvie tente, elle, d'échapper aux menaces de l'homme qu'elle a quitté, mais qui continue à la poursuivre de façon assez violente. Donc elle s'adresse à un avocat, elle essaye d'alerter le procureur sur ce qu'il se passe, mais tant qu'il n'y a pas eu violence avérée, eh bien finalement il y a des failles, il y a des choses qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas être faites. Et bien sûr, ça se termine pas très bien pour Sylvie, qui n'a rien pu faire et donc n'ayant pas arrêté cet ex-conjoint violent, il finit par lui retomber dessus. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'introduction de ce livre, puisque voilà, les premières pages annoncent clairement le sujet. Mais nous allons ensuite débuter une lecture qui est beaucoup plus plaisante, beaucoup plus légère, parce que c'est un roman, parce que c'est une enquête policière et qui va très probablement vous surprendre. Donc je vous en parle un petit peu. J'ai pas vraiment envie de dévoiler l'histoire et ça va être compliqué d'aborder le sujet sans tout spoiler. J'ai pas du tout envie de faire ça. Alors c'est vrai qu'on va faire la connaissance de Marc. Marc est un juge d'instruction qui est normalement à Paris
mais il est en convalescence à Saint-François du Morgon. Il a eu un accident cardiovasculaire, donc il est censé se reposer. Voilà, je suppose que c'est une profession qui doit être... Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire parce que je suppose que c'est une supposition de ma part, mais qu'il y a toujours la part personnelle de ce qu'on voudrait faire, et puis le cadre de la loi, pas toujours très adapté d'ailleurs. On le verra, on en discutera ensuite. Donc il est là, nous sommes en juin 2019 et il est en convalescence. Il s'enquiquine un peu parce que c'est quelqu'un qui finalement est assez... il bouge beaucoup, a l'habitude de toujours travailler, de toujours être dans des dossiers. Et là, bon, il se retrouve dans un patelin où il n'y a pas grand-chose. Alors il va faire un petit tour au bar, hein, et puis en discutant, enfin en écoutant surtout les conversations du bar, du village, il apprend que en 2 ans, dans ce petit coin reculé, 5 femmes ont disparu. Elles sont parties en randonnée et dans le Morgon. Donc, et elles n'ont jamais été retrouvées, elles n'ont laissé aucune trace, ils ont vraiment rien retrouvé. Alors, bien sûr, pour Marc, notre juge d'instruction, c'est presque une distraction bienvenue parce que ben voilà, on sait jamais déjà sa promotion qu'il attendait et puis ben, ça va lui faire de l'occupation pour sa convalescence. Et il va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations parce qu'il est dans un logement provisoire, hein, il n'habite pas là. Mais il y a à côté de lui une jeune femme qui habite et avec qui il va faire connaissance et se lier petit à petit. Alors cette jeune femme s'appelle Elena, elle est journaliste scientifique pour une revue de vulgarisation, ce qui lui permet en fait de travailler de n'importe où, puisqu'elle envoie ses articles de chez elle et voilà. Donc il va engager la conversation et puis l'inviter à boire un petit café et engager la conversation sur les fameuses disparues pour savoir un peu ce qu'Elena en sait. Alors ben effectivement Elena lui dit qu'il y a eu c'était 4 et puis bon, dans la conversation du café c'était la 5e, donc 5 femmes qui ont disparu, mais comme tout le monde le dit, elles se sont volatilisées. Il n'y a jamais eu aucune trace de retrouvée, rien du tout. Bon, l'enquête est superficielle. Elena va jusqu'à dire que bon, ils ont sorti leurs hélicoptères aux frais du contribuable et que bon, finalement, ils font pas grand-chose. Et puis après, à l'intérieur du village, c'est assez amusant parce que chacun y va de son interprétation. Alors, il y a ceux qui accusent le prêtre de l'abbaye d'avoir des mœurs un peu particulières et qui le montrent du doigt comme quelqu'un de pas forcément recommandable. Il y a aussi donc le centre de yoga que fréquente Elena, bon, c'est des amateurs de yoga, de méditation, ça paraît un peu louche, voilà. Alors, toutes ces petites histoires de village vont jusqu'à même aller jusqu'à dire que des sorcières sont revenues dans le Morgon pour faire le sabbat, qu'elles boivent le sang des vierges, bon voilà. Pourquoi pas les extraterrestres? Alors évidemment, tout est possible, hein, puisque ces femmes disparues n'ont laissé absolument aucune trace, pas une lettre, pas un mot, rien du tout. Elles sont parties en randonnée et totalement disparues. Marc, qui ne s'avoue apparemment jamais vaincu, va alors aller se promener dans le Morgon. Il va y monter plusieurs fois. Il va même rencontrer les gendarmes pour essayer d'avoir quelques pistes. Sauf que voilà, tout juge d'instruction qu'il est, il n'est pas du secteur et puis très vite, bon bah on va lui faire comprendre que ici on n'est pas à Paris et que bah, il s'occupe de ses affaires et voilà, qu'il gêne, voilà, qu'il dérange plus qu'il n'aide.
Euh, alors Marc va dans le Morgon découvrir pas mal de choses. Il va mener sa petite enquête, malgré qu'on lui ait dit non, hein, il va donc forcer un peu le barrage, continuer à se lier avec d'amitié avec Elena pour découvrir un petit peu son monde à elle, qui est très très loin du sien, puisqu'elle est zen. Lui est plutôt du genre dans l'action et toujours stressé. Je vais pas en dire beaucoup plus dessus parce que je vous invite vraiment à lire ce roman. Même si vous n'avez pas forcément envie d'ouvrir votre réflexion sur les violences qui sont faites aux femmes et voir les meurtres, les assassinats de femmes par leurs conjoints, je vous invite quand même à le lire parce que c'est un bon roman policier. Il est vraiment bien mené. La plume, enfin, on sent un peu le connaisseur. On sent le connaisseur. Il y a une plume qui est fluide déjà, c'est vrai qu'on ne s'arrête pas, on est toujours dans l'action dans ce roman, et le dénouement est particulièrement surprenant. C'est pour ça que je n'en dis pas trop. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être découvert et d'être lu. Surtout que là, on est face à quelqu'un qui connaît un peu, euh, qui, qui connaît un peu la justice et puis, ben, ce qu'il y a de possible, ce qu'il y a d'impossible, et puis toutes ces carences aussi. Donc voilà. Il y a beaucoup de rebondissements, par contre, dans cette enquête. Et ouais, je recommande la lecture. Enfin, moi, en tout cas, alors je l'ai apprécié pour beaucoup de choses, déjà. Alors, parce que, déjà, enfin, je trouve que c'est très, très bien d'introduire un sujet grave comme ça par un roman. Parce qu'on a tendance à avoir une littérature psychologique, psychiatrique, même judiciaire, qui est lourde, où le jargon professionnel des uns et des autres n'aide personne, ne font pas avancer les choses, ne sensibilisent pas non plus. Que feriez-vous si d'un seul coup votre voisine venait vous voir en vous disant qu'elle subit les violences de son mari alors que vous trouvez que c'est un homme exceptionnel. Enfin, c'est vrai il y a pas mal de questions à se poser là-dessus et que pour moi, l'intérêt principal de ce livre est d'ouvrir ce sujet par quelque chose qui est un roman plaisir, hein, un roman policier, une enquête bien menée, mais qui aborde un sujet vraiment très intéressant. C'est ce qui me plaît principalement dans ce livre. Voilà. Donc bien sûr, tous ceux qui veulent aborder le sujet des violences conjugales de façon simple, sans jargon professionnel, seront forcément intéressés par ce roman parce qu'on essaye de trouver des solutions. Bon, si vous êtes aussi dans ce cas et que vous n'osez pas en parler, c'est aussi une bonne chose, peut-être, de vous offrir ce roman. C'est au moins un cadeau que vous ferez à votre vie. Et, et puis finalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Même si personnellement vous vous sentez pas concerné, même s'il n'y a pas de violence dans votre couple, vous savez, je crois que c'est quelque chose qui arrive à un moment. Enfin, j'ai des exemples d'ailleurs concrets. Ça peut arriver à tout le monde, n'importe quand, et sans qu'on puisse l'avoir imaginé. Et c'est vrai que là, j'ai été agréablement surprise de la façon dont c'est amené, surtout par un homme de loi. Alors, j'espère que l'auteur va me pardonner. C'est vrai que ma confiance actuelle dans tout ce qui est système judiciaire est devenue très faible au fil des années. Que ce soit personnel ou professionnel, c'est vrai il y a beaucoup de choses qui ne vont vraiment pas.
Et je crois que ce serait quelque chose qui... notre système judiciaire actuel ne convient pas. Ou... Enfin, moi, je me suis dit, c'est pas possible, ils sont tous corrompus. Enfin, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions dans des affaires que j'ai vues pour des patientes, où on a le sentiment que c'est toujours la victime qui a tort, et où les peines sont très très faibles, voire pas du tout appliquées, parce que y a aussi pas mal d'influence là-dedans. Il y a aussi, faut pas croire que les violences conjugales ne sont que chez les chômeurs alcooliques, hein. Ça, c'est pas du tout une réalité. Au contraire, on le retrouve aussi dans des familles particulièrement aisées. Donc, si vous voulez, et même si vous voulez pas, parce que finalement c'est moi qui le veux, j'avais demandé à l'auteur s'il était possible d'ouvrir le sujet, et je vais l'ouvrir. Voilà. Donc c'est vrai que ce roman a presque un intérêt documentaire. Hein, il va vraiment vous emmener. Oui, il va vous emmener sur le sujet, et je pense que si vous êtes un peu curieux, vous ferez quand même des recherches, même si elles sont superficielles. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il avait un intérêt documentaire. Bon, en plus, il donne des sites internet à la fin, donc c'est plutôt intéressant. Et lui-même, d'ailleurs, aide aussi à rester dans la pensée positive. Donc il ne consulte pas qu'en tant que magistrat. Je trouve que c'est pas mal finalement d'être sur plusieurs... Enfin, d'être comme ça confronté autant de façon cadrée dans un domaine qui est un peu rigide, et d'avoir d'un autre côté en face d'éventuelles victimes qui viennent chercher du réconfort, de l'écoute, et même si pas forcément un psychologue, pas forcément... Je pense que je pense que il s'est intéressé suffisamment aux carences de notre système pour avoir peut-être une aide que des professionnels de la psychologie ou de la psychiatrie n'auraient pas. Donc je vous laisserai le lien de son site. Je suis allée y faire un tour, et pourquoi pas. Alors, les victimes conjugales, on va quand même en parler. J'ai fait un petit topo qui sera quand même un peu plus élaboré sur le blog. Cela, je ne vais pas non plus vous tenir la jambe à toute la nuit. Mais ça me paraît important parce que, vous savez, les violences conjugales, c'est assez particulier. Vous êtes chez vous avec quelqu'un que vous connaissez bien, ou vous croyez tout au moins bien connaître. Alors ça peut être... Enfin, il y a les coups de poing, il y a les gifles, mais il y a aussi les blagues très humiliantes, il y a la séquestration, il y a les brûlures, après il y a les coups de couteau, il y a les fractures, il y a les sévices sexuels qui, alors je sais pas où ça en est, mais elles n'étaient pas retenues au sein d'un couple marié, c'est-à-dire que n'était pas considéré comme viol un rapport sexuel obligé, enfin forcé, parce que quand on est marié, apparemment la femme devait avoir des relations sexuelles. Alors ça par contre, j'ai effectivement pas vérifié si la loi avait évolué de ce côté-là ou pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait abominablement frappée, dans tous les sens du terme. Il y a aussi énormément de... Vous savez, ce harcèlement, les sarcasmes, les ordres contradictoires, moi j'appelle ça j'appelle ça le dialogue qui rend fou. Parce que cette personne avec qui vous vivez va vous dire quelque chose et ensuite son contraire, et puis vous dire que c'est vous qui n'avez rien compris. Vous allez commencer à douter vraiment de vous. Il y a l'estime de soi qui en prend un sacré coup. Et c'est vraiment une destruction psychologique, une destruction physique, une destruction matérielle souvent. Elle est toujours dans une relation privée, privilégiée.
d'accord? C'est une atteinte volontaire à l'intégrité de l'autre, une emprise et un conditionnement vraiment dont il est difficile de sortir. Parce que quand on est victime de quelque chose, vous savez, on le veut pas, hein, forcément. C'est pas parce que les médias ont tendance à raconter bien des choses, mais le journalisme d'investigation a quelque peu disparu et les médias racontent ce qu'on veut bien leur laisser voir aujourd'hui, ce qu'on veut bien leur donner à se mettre sous la dent. Et les réalités ne sont pas forcément là. Il faut bien souvent chercher beaucoup plus loin. Alors, le comportement du conjoint. Alors, on a aussi, effectivement, moi je l'ai vu, on a aussi, c'est pas forcément la femme qui est violentée. La femme aussi peut être très violente. Alors, c'est beaucoup plus rare. Par contre, elle est encore plus violente. Mais c'est quand même rare. Hein. C'est plus la femme. Ben déjà pour une question de force physique, bien souvent. Mais je ne nie pas du tout que les deux côtés existent. Hein, attention. Alors, le petit problème, c'est que cette violence conjugale va bénéficier du secret du privé. Vous voyez? Et ça permet à l'auteur d'avoir un contrôle vraiment en toute impunité. Je crois que c'est la violence la plus fréquente envers les femmes. Parce que justement, c'est dans la sphère privée. Et que notre système judiciaire fait toujours une différence entre le domaine public et le domaine privé. Donc à partir du moment où on est dans le domaine privé, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de se défendre. Alors bon, moi j'ai jamais trouvé qu'il y avait un héritage particulier de quoi que ce soit dans ces violences, parce que j'ai vu des couples où il n'y avait aucune violence. Et un jour, là, d'un seul coup, il y a eu un truc qui a changé, l'arrivée d'un enfant qui n'était pas forcément voulu, l'arrivée et le conjoint ne se sentant pas du tout capable d'assumer son rôle de père, bien que quelqu'un de très bien établi, avec un revenu qui couvre les dépenses de la famille, se mettent, dans le cas là que je vais citer, effectivement la personne s'est mise à boire, mais qui n'était pas du tout un alcoolique au départ, et puis la violence allait monter, jusqu'au jour où effectivement il a vraiment agressé sa femme, qui s'en est sorti, mais ça a été vraiment l'aide que j'ai pu apporter à cette époque a été vraiment difficile, parce que le mari avait séquestré les enfants, parce qu'il collectionnait des armes, mais que la gendarme, la police, enfin, on avait les deux, il y avait commissariat et gendarmerie. Personne n'a voulu intervenir malgré cette collection d'armes, malgré que les enfants étaient là, mais c'est leur père, donc on n'intervient pas, ils sont avec leur père, il n'y a pas de violence avérée. On explique à la mère qui était blessée qu'il fallait d'abord qu'elle aille à l'hôpital pour avoir le nombre de jours d'ITT pour voir ce qu'on allait faire contre le mari. Pendant ce temps-là, les enfants étaient en danger, bien sûr, et tout le monde était en danger. Et finalement, cet homme qui collectionnait des armes, se rendant compte de ses actes dans un moment de lucidité, s'est tiré une balle dans la tête, ce qui ne l'a pas tué, en plus. Voilà, donc ça l'a invalidé, mais pas tué. C'est vrai que ce sont des choses qu'on n'imagine pas. Voilà, parce que ce sont des personnes que l'on connaît, que l'on voit tous les jours, ce qu'on appelle les gens bien, hein, les gens formidables. Et puis, y a toujours un petit élément déclencheur où d'un seul coup tout s'écroule. Et qui n'a... Enfin, moi, j'ai pas vu de correspondance particulièrement économique. C'est vraiment... c'est vraiment quelque chose qui devrait pas être considéré, à mon avis, comme quelque chose de privé. Et malheureusement, l'usage de cette violence, c'est un obstacle à l'égalité homme-femme et aux droits aussi fondamentaux des femmes, parce qu'elles la subissent un peu trop. Et d'ailleurs, en France, je pense que on reste
On doit rester un pays relativement privilégié là-dessus. Parce qu'il y a aussi d'autres façons de vivre où l'homme a encore plus a des droits sur son épouse, et où j'imagine que si elles sont soumises à ce type de violence, ça doit être encore plus affreux. Alors il y a eu une enquête nationale, mais bon, que vaut une enquête? Parce que finalement, si vous étiez interrogé, votre conjoint est dans le coin, qu'est-ce que vous allez répondre? Après, on va prendre les chiffres quand même qui sont donnés. C'est en France, chaque année, une femme sur 10, entre 20 et 59 ans, est victime de la violence de son partenaire. Donc moi, je trouve que c'est vraiment énorme, parce que c'est vraiment une violence qui touche des hommes et des femmes ordinaires, je l'ai dit. Il n'y a pas de groupe social particulièrement, ni économique, ni culturel. C'est souvent cet homme violent, il est même pas soupçonnable parce qu'il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Comme je l'ai dit, c'est votre voisin de palier. Il est courtois, il rend service. Puis c'est souvent un séducteur aussi, parce que c'est souvent aussi on parle de perversion narcissique, mais c'est vrai qu'il y a cette séduction avec personne qui résiste. Bon, ça peut être aussi des gens qu'on trouve extrêmement fantastiques, un chef d'entreprise ultra performant, voire un homme aux multiples responsabilités, et qui peut même faire partie des forces de l'ordre. Enfin voilà, c'est dans tous les corps de métier. Et il n'y a pas de profil type. On n'a jamais réussi enfin moi en tout cas, et dans les études qui ont été faites, pas vraiment de type de victime. C'est vrai que ça peut arriver n'importe quand, vraiment à tout le monde, et on en est surpris, hein. C'est ça qui... Je sais pas, il y a... Alors, dans l'histoire personnelle, on retrouve quand même des périodes de fragilité, de vulnérabilité, donc évidemment, qui sont facteurs de risque, comme pour toute violence et pour tout. Ça, c'est vrai que la vulnérabilité joue énormément. Il y a un statut de victime pour tout qui est dans cette fameuse vulnérabilité. Pardon. Mais les femmes qui sont victimes ne sont pas forcément sans ressources. Des fois, c'est quelqu'un aussi que vous connaissez comme chaleureux, collègue de travail. On peut pas soupçonner l'enfer qu'elle vit au quotidien, parce qu'en plus, elle va essayer de ménager les apparences. C'est difficile à admettre, et donc... Alors, il y a des cycles dans la violence conjugale qui vont être de plus en plus rapprochés, et bien sûr, il y a après mise en danger évidente de la femme, des enfants. Alors, il y a déjà des gestes, des comportements qui sont assez violents. C'est vrai que c'est pervers, et qu'il y a une espèce de stratégie de contrôle où on impose la volonté en utilisant les coups, l'humiliation, le dénigrement, j'en ai parlé tout à l'heure, les insultes, les menaces, le chantage. C'est un abus de pouvoir, un abus de confiance. Il y a aussi une entrave dans les relations de la personne qui se retrouve isolée par la honte, isolée par le poids des idées reçues, isolée aussi par ce sentiment de culpabilité et d'échec, parce qu'on se dit mais voilà, je suis vraiment bonne à rien. Ça plonge la victime dans le silence, et sa souffrance personnelle l'empêche d'agir. C'est vraiment quelque chose... Donc je voudrais que vous reteniez quand même quelque chose de ce que je vous dis. Donc pour résumer, on va mettre un terme aux idées reçues, c'est-à-dire que la violence conjugale, ça ne concerne pas forcément les milieux défavorisés et alcooliques. Ok ?
On dit une femme qui travaille et qui reste, c'est qu'elle aime ça. Bah non. Les idées aussi, c'est que ça vous regarde pas, que c'est leur vie privée. Est-ce que c'est pas aussi quand même une non-assistance à personne en danger? Quand même. On peut pas dire oui, c'est peut-être un mari violent, mais c'est un super bon père de famille. Qu'est-ce que pensent les enfants vraiment à votre fin? Est-ce que vous croyez pas que les voir leur mère battue, ça laisse pas des séquelles? On n'est pas vraiment un bon père de famille si on fait preuve de violence, même si c'est pas sur les enfants. Donc bien sûr, la femme est toujours mise, c'est de sa faute, elle sait pas y faire. Ou alors c'est elle qui le provoque. Ça, ce sont vraiment des idées reçues et non. Il faut vraiment se retirer ça de la tête et essayer d'envisager tout ça sous un autre angle. C'est vrai que bon, la violence verbale, elle peut s'entendre parce qu'il y a des hurlements quand on habite dans des immeubles peu isolés, on l'entend assez fréquemment. Bon. Et c'est une façon, c'est très animal, c'est une façon d'élever le ton pour que l'autre se taise, quoi. Voilà, je gueule plus fort que toi, je suis plus fort. Mais après, il va y avoir le ton suave de la victime. Je sais pas, il y a toujours bien. Il y a des insultes, il y a des menaces, et puis après, il y a des grandes excuses, des cadeaux, et puis la victime qui espère toujours que ça va changer, qui s'accroche à ce qu'il peut y avoir, peut-être à un amour, on peut pas le savoir. C'est toujours vraiment puis ça peut conduire aussi à la dépression. Donc quelqu'un qui est en dépression n'a pas sa capacité, ses pleines capacités pour agir. Et en plus, ce sont des cycles qui s'inscrivent dans des spirales, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de grosse violence et puis après ça retombe, ça va beaucoup mieux. Et puis quand la victime s'émancipe un peu trop, bam, ce mari va remettre la main sur elle et puis va l'accuser de tout, y compris de se laisser draguer par Pierre-Paul Jacques. Enfin, tout va être de nouveau prétexte à cette violence parce que je pense que c'est un mode de vie. Voilà. Et que il faut bien sûr, il faut casser les choses. On va pas se leurrer. Il y a des phases hautes et basses, mais ça finit malheureusement toujours mal, très mal. Et comme on l'a dit, il y a vraiment... alors, je pense que déjà, la justice, les tribunaux sont surchargés. Et que ce genre de violence n'est pas leur priorité, parce qu'ils ont des priorités où les crimes ont eu lieu. Et là, finalement, c'est curieux parce qu'on enquête quand les gens sont déjà morts. Moi, c'est un truc qui m'a toujours... tant qu'il y a rien eu, tant que vous n'êtes pas blessé vraiment gravement, ben, étant donné qu'il n'y a pas crime, on ne va pas bouger. C'est ça qui est... là, il y a une carence évidente. Voilà, parce qu'à partir du moment où une femme vient, déjà, c'est beaucoup de courage de venir déposer une plainte contre son propre conjoint. À partir du moment où cette victime s'est déplacée, elle devrait être entendue ou tout au moins dirigée sur un service. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas et pas partout. Elle existe dans certaines régions, elle n'existe pas partout. Je pense que vous aurez les coordonnées de l'auteur, puisque je vais mettre son site, mais les questions, elles seront plutôt à lui poser à lui au niveau de ce qui est justice. Personnellement, j'ai vu des victimes dans ma position de psychologue et qui sont très difficiles à aider parce que même quand on leur propose une solution alternative, elles ont un travail, il y a toujours quelque chose qui les accroche parce que la manipulation a été telle et elle continue à être telle que l'homme qui vient les rechercher va réussir à les ramener.
Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Des solutions, je n'en ai pas, attention, hein, je ne suis pas plus maligne que tout le monde, parce que je pense que ce serait un travail pluridisciplinaire et que nous vivons dans un pays où chacun fait son job dans son coin et où il y a peu de vrais... On fait pas vraiment quelque chose en faisant intervenir les différents professionnels qui peuvent aider ces victimes. Alors, des violences conjugales, bon, j'en ai vu. Par contre, j'ai été effectivement présidente d'une association d'aide aux victimes de viols et violences, donc tout confondu. J'ai vu vraiment des choses aberrantes, hein. Alors, que la femme, ce soit sa faute, ça c'est tout le temps. Mais j'ai eu aussi des jeunes hommes, voire qui étaient encore enfants, qui avaient subi aussi des violences. C'était aussi... c'est toujours... La victime, on lui trouve toujours une responsabilité dans ce qu'il y a, alors que non, faut rester quand même, quel que soit le comportement de la victime, l'agresseur est censé quand même être... de lui dire peut-être que... bon, elle dépasse les bornes et que faudrait qu'elle se rhabille parce qu'elle va avoir des ennuis ou je sais pas, mais ça reste verbal et puis voilà, enfin il y a pas matière à agresser, et puis je connais aussi des personnes qui ne sont ni jolies ni pleines de charme ni avec des mini-jupes qui pourtant ont subi des agressions et pas des petites. Alors c'est pas du tout un caractère ça non plus, vraiment il n'y a pas un portrait type. À part effectivement, enfin en thérapie on réalise toujours qu'il y a, enfin, moi j'appelle ça statut de victime, dont il faut sortir parce que c'est une fragilité et qu'on a tendance après à répéter les choses, donc c'est ce qui se passe dans les violences conjugales, il y a une répétition continuelle, donc ça d'accord. Mais moi j'ai vu des violeurs multirécidivistes sortir avec un bracelet, parce que je pense qu'on ne sait pas quoi faire d'eux, et qui sont là dehors avec un bracelet, qui réagressent quelqu'un d'autre, et finalement la lenteur et la longueur de la procédure, hein, fait que ils sont ressortis avant que la victime soit réparée, et puis les seules réparations données à une victime sont souvent financières. Donc finalement, on achète une violence, quoi. C'est tu t'es fait violer, je te file de l'argent et tais-toi. Alors là, pardon, mais ça c'est quelque chose qui me choque terriblement parce que c'est de la prostitution. On en arrive là. Que ce soit dans le cadre privé, c'est encore pire. Parce que c'est pas parce que un homme, même si son épouse n'a pas un travail, à partir du moment où il y a des enfants, élever des enfants, ça peut être un travail à plein temps, hein. Et il n'y a pas de... Je sais pas, pour moi, il n'y a pas une inégalité là-dessus, et ça ne donne pas le droit de faire preuve de violence. Donc, effectivement, j'avais proposé à l'auteur de parler de ce roman en faisant part aussi de mon expérience, en espérant qu'il fera part de son expérience aussi. Alors je sais pas s'il n'est pas tenu je sais pas du tout comment ça fonctionne quand on est magistrat. Est-ce qu'on a le droit de parler des affaires ou pas? J'ai comme un doute. Parce que quand on travaille en institution, déjà en tant que professionnel, on n'en a pas le droit. Et bon, moi, je parle d'affaires qui sont très très anciennes et bien sûr jamais de ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous voyez que même là, il y a un silence quelque part. Alors le silence, il est pour le respect de la vie privée de notre patient, de cette personne qui vient en justice pour essayer de faire condamner. C'est pas pour avoir de l'argent, c'est pour que ça s'arrête. Et puis finalement, bon, ça s'arrête pas. Alors le titre « Un jour sur 3 », c'est parce que l'auteur nous dit qu'en France, 1 jour sur 3, une femme est victime
de la violence mortelle de son conjoint. Ça fait quand même beaucoup. Voilà. Donc, on peut nous emmerder avec le Covid. C'est vrai qu'il y a des sujets qui ne sont jamais abordés et je trouve que c'est très dommage. Du coup, on peut ouvrir un groupe de parole hein, pour ceux qui le souhaitent. Il n'y a jamais de problème avec moi. Je n'ai pas pu contacter l'auteur, j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais je pense qu'il sera aussi très ouvert à la discussion. Et donc, une belle introduction à cette discussion un jour sur 3. Voilà. Je parle jamais hein, de la 4e de couverture. Mais ça, vous le savez déjà. Donc là, je vais m'arrêter là parce que bon, on sort déjà pas mal du sujet qui était quand même la chronique littéraire. Voilà. Mais c'est difficile de parler de ce roman sans parler de l'initiative de cet auteur d'ouvrir vraiment une réflexion profonde sur le sujet. Vous retrouverez quelque chose de rédigé comme d'habitude et de beaucoup plus, disons de beaucoup plus littéraire sur le blog. Et on va s'arrêter là pour tout ce qui est féminicide. Alors, les prochaines chroniques sont beaucoup plus légères, beaucoup plus légères parce que la magie, il y a les faits c'est léger. Alors, très jolie couverture, voilà. Donc, la prochaine fois, je vous parlerai de ça. Ça sera, on va sortir des sujets qui pèsent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a de la lecture qui peut justement nous faire nous évader et voilà, et d'autres lectures qui font réfléchir et je trouve que c'est bien de les alterner. Un monde pour demain, alors c'est le même auteur qu'un grain de magie, mais les nouvelles sont plus orientées sur le monde de demain justement, sur ce qu'on fait aujourd'hui de notre planète. Alors normalement il devrait y avoir une chronique qui s'intercalerait, mais je n'ai pas reçu le livre. Et oui, non, je ne lis toujours pas en numérique. Mais il se trouve que c'est vrai que les livres qui sont imprimés à la demande viennent d'Allemagne et que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Alors dans ce cas-là, on échangera avec un autre. Après, je vous parlerai de cavité. Voilà, donc là, on reviendra sur quelque chose de plus étouffant. Tiens, ouais, ça, je suis contente de moi pour ce coup-là. Voilà. Je vais vous dire des questions. Oui, eh bien, vous pouvez les poser en commentaire. Moi, j'invite toujours aussi ceux qui ont lu aussi le roman de mettre en commentaire ce qu'ils en ont pensé. S'ils ont des questions, de les poser. J'invite l'auteur à venir les lire aussi pour pouvoir répondre. Moi, je réponds à ce que je peux. Et puis ça... C'est l'occasion d'une petite discussion. Alors bien sûr, il faut que ce soit quand même toujours dans le respect, pas d'insultes. C'est évident que ça, c'est un sujet sur lequel il va y avoir beaucoup de désaccords entre les uns et les autres. On peut discuter et ne pas être d'accord. C'est pas pour ça qu'on est obligé de s'insulter. On est d'accord hein, vraiment, il faut rester dans le respect de l'autre et de ses opinions. Et bien sur ce, je vais aller profiter du soleil et je vous dis à la prochaine.